Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, une édition spéciale entièrement consacrée à un événement qui va bouleverser l'univers écologique. La Green Business Conference, un événement international ayant pour thématique le réchauffement climatique, s'apprête à avoir lieu en Suède avec des représentants de nombreux pays qui délibéreront, entre autres, sur l'après-Covid, la gestion des déchets, les relations internationales et la gestion de la pollution, ainsi que les rapports à la nature et aux animaux. Tout de suite, les titres de cette édition. La Green Business Conference en direct de Suède, puis nous aurons la rubrique mitraillette avec points sur invention et innovation, puis nouvelles ressources, où en sommes-nous, et enfin notre rubrique législation. Sans plus attendre, une correspondance de Audrey Écologie en Suède. Bonjour à tous, je suis actuellement devant le bâtiment Folkets Hus à Stockholm en Suède où va se tenir cette semaine la Green Business Conference qui va réunir près de 2000 participants. Parmi eux, on trouvera des représentants et des dirigeants d'entreprises venant du monde entier, notamment les plus puissantes et les plus influentes de ce monde, à savoir les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, mais aussi Netflix, Tesla, Airbnb ou encore Uber. Toutes les entreprises présentes ici cette semaine seront d'échelle, de nature, de secteur d'activité et d'origine totalement différentes et elles vont discuter afin de trouver de réels moyens et de réelles actions à mettre en place pour aider à sauver la planète. L'enjeu de cette conférence est donc d'abord d'aborder le sujet de la transition, mais aussi de la transformation écologique avec des acteurs qui sont différents de ceux que l'on a l'habitude de voir, notamment lors des sommets tels que les COP, qui réunissent des représentants politiques et des chefs d'État, qui n'ont pas forcément porté leurs fruits jusqu'à présent. Nous pouvons donc espérer qu'avec des acteurs différents, à savoir les entreprises, les résultats seront également différents. Venus de tous les continents, les chefs d'entreprise et les participants de cette conférence qui va se dérouler à partir de demain dans le bâtiment juste derrière moi continuent d'arriver progressivement à Stockholm, dans ce même bâtiment qui a déjà accueilli en 1972 la conférence des Nations Unies pour le climat, qui avait été un succès et avait déclenché une réelle prise de conscience internationale quant aux enjeux climatiques. Nous verrons donc prochainement si cette conférence qui débute demain déclenchera aussi une prise de conscience, cette fois-ci auprès des dirigeants d'entreprise et aboutira à des solutions efficaces. Madame Audrey Écologie, notre envoyée spéciale à la JBC. Je vous remercie pour votre intervention et je laisse maintenant la parole à la responsable RSE, Madame Clémentine Tortel, qui a bien voulu nous accorder un bref entretien. Bonjour à tous, donc je suis ravie d'être avec vous actuellement. Donc je vous parle en direct de la Green Business Conference dont l'entreprise Tesla est présente pour mettre en avant l'industrie automobile mais surtout les voitures électriques. Tesla est la seule marque à produire des voitures 100% électriques mais surtout des voitures à batterie ou hybrides rechargeables, ce qui est beaucoup moins polluant que l'essence et le diesel. Aujourd'hui, nous vendons environ 10 millions de véhicules par an, alors qu'en 2020, nous en vendons seulement 500 000. Donc, ça représente une forte progression pour l'entreprise. Aujourd'hui, nous pouvons voir que l'environnement connaît de nombreux changements, comme le réchauffement climatique, la diminution des ressources naturelles et l'augmentation des risques environnementaux. Donc, les entreprises doivent jouer un rôle et doivent obligatoirement prendre des responsabilités et mettre en place des pratiques et des moyens de lutte efficaces. Pour moi, cette conférence va vraiment permettre de sensibiliser chaque acteur dans les entreprises et à tout niveau sur ce sujet, qui est un véritable enjeu de gestion pour les dirigeants. Depuis 20 ans, nous pouvons voir que les grands groupes ont vraiment évolué dans ce secteur. Amazon, aujourd'hui, est arrivé à atteindre la neutralité carbone et surtout, elle utilise 100% des énergies renouvelables dans ses infrastructures, ce qui est un énorme pas en avant. Pour nous, l'entreprise Tesla, elle intègre la préoccupation environnementale dans la stratégie de l'entreprise. Nous avons mis en place un système de management environnemental et nous nous appliquons davantage dans un système de RSE. Nous mettons également en place des actions ponctuelles et adoptons l'écoception, c'est-à-dire le zéro déchet, l'interdiction du plastique à usage unique. De plus, chaque année, nous faisons des formations auprès des managers pour qu'ils soient tous concernés par les enjeux environnementaux. Et enfin, en petite conclusion, je dirais que tout le monde est responsable de l'avenir de notre planète,
mais il faut surtout continuer les actions qui sont à la fois bonnes pour l'écologie, mais également pour l'économie. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une bonne journée. Madame Clémentine Turtle, nous vous remercions d'avoir accepté cette interview. Nos téléspectateurs y verront plus clair dans les enjeux de cet événement. Pour continuer dans cette thématique spéciale du réchauffement climatique, les rubriques mitraillettes de Kevin Mitraillette. Bonjour, aujourd'hui les news mitraillettes aborderont le thème de l'innovation au service de l'environnement et un peu d'espace. Aujourd'hui, c'est la mise à l'eau du premier bateau nettoyeur d'océan contrôlé par IA. Il part depuis le port du Havre et a été financé et incubé par l'entreprise à but non lucratif Time for the Planet. Le bateau autonome a plusieurs ports d'attache dans le monde, dans lesquels il va déposer ses déchets récoltés, afin qu'ils soient recyclés en matières premières, puis revendus et réutilisés. Dans la même mouvance, les poubelles des mers ont été mises en place dans la plupart des plages et des ports français. La méthode, largement éprouvée par des tests à petite échelle, est généralisée à l'ensemble du territoire. Encore dans le thème de la protection des océans, la technique révolutionnaire des coraux en dentelle porte ses fruits. Sauver le corail en danger grâce à de la dentelle du Puy-en-Velay, c'est Corail Artefact, un projet qui expérimente une technique traditionnelle pour trouver une solution à un enjeu contemporain et qui donne ainsi naissance à une étonnante alliance entre art, science et industrie. Jérémy Gobet, l'artiste plasticien, s'était lancé ce pari en 2018, peut se féliciter 20 ans plus tard d'avoir réussi la restauration de squelettes coralliens de manière plastique. Le sauvetage des barrières coralliennes du monde entier est désormais assuré. Espace, Elon Musk annonce l'arrivée imminente des premiers humains sur Mars. Le fondateur de SpaceX et associé de la NASA va voir son objectif de vie s'accomplir dans quelques jours. Après plus d'1 an et demi de voyage, les astronautes internationaux vont bientôt pouvoir amorcer leur atterrissage sur la planète rouge. Tout le monde s'attend à un nouveau petit pas pour l'homme, mais grand pas pour l'humanité. C'était Kevin Mitraillette pour la rubrique Mitraillette. Les nouvelles ressources, où en sommes-nous? Guillaume Rodriguez-Lopez de Obrador, notre envoyé spécial, questionnera le célèbre physicien Hugo Pétrole-Anne. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette brève entrevue avec Hugo Pétrole-Anne, physicien qui va nous parler de sujets très intéressants, puisqu'en effet depuis plusieurs années les chercheurs du monde entier travaillent sur des alternatives au nucléaire. Et il y en a une en particulier qui capte toute leur attention, la fusion à froid. Alors bonjour monsieur Pétrole-Anne, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne ce processus? Bonjour monsieur Obrador. La fusion à froid c'est avant tout une expression médiatique. Pour être clair, c'est une réaction de fusion nucléaire qui aurait été réalisée dans des conditions de température et de pression ambiante. C'est le contraire d'une fission nucléaire qui se fait à une température très élevée de plusieurs milliers de degrés. C'est le principe d'une centrale nucléaire, si vous voulez. On sépare les atomes grâce à la chaleur, cette chaleur est obtenue via l'uranium principalement. A l'inverse, la fusion à froid peut séparer les atomes à température ambiante, on sépare les atomes d'hydrogène et d'oxygène dans l'eau de mer, et on obtient une source d'énergie limitée, l'eau de mer étant à profusion. Très bien, c'est très intéressant. Est-ce que vous pensez que la fusion à froid soit une solution durable et écologique pour la planète? Bien sûr, nous n'avons pas les mêmes contraintes qu'avec le nucléaire, il n'y a pas de radiation avec cette technique. On évite des problèmes que nous avons eus par le passé, comme à Tchernobyl ou Fukushima. De plus, il n'y a pas de déchets radioactifs ou autres avec cette technique. Et comme je viens de le dire, cette réaction de polluante est illimitée. Donc oui, c'est compatible avec le développement durable. Très bien. Et est-ce qu'il y a des pays qui sont plus en avance que les autres dans ce domaine? La Chine, la Russie, l'Inde sont des pays en avance. En effet, ce sont des pays ayant des systèmes d'éducation, du primaire jusqu'aux études supérieures, où l'enseignement des mathématiques, de la physique et de la chimie sont très importants. Ils ont donc des personnels compétents. Qui plus est, des investissements en infrastructure ont été faits il y a déjà plusieurs années. Certains pays européens ne sont pas en reste, notamment ceux qui participent au CERN. La France, la Suisse, l'Allemagne sont aussi dans le peloton de tête. Les projets de grands travaux ne sont plus à l'étude, ils sont en chantier au moment où nous parlons. Très bien, et mis à part ce sujet de la fusion à froid qui est très intéressant, est-ce que vous avez d'autres travaux qui sont en cours concernant d'éventuelles ressources alternatives? Oui, bien évidemment, il y a aussi les nodules polymétalliques. Ce sont des roches sous-marines très intéressantes, très importantes. Elles contiennent de la manganèse, élément essentiel pour la constitution de la plupart des alliages. C'est donc une source non négligeable pour l'industrie, mais il y a aussi du nickel, du cobalt, du cuivre, là encore des éléments indispensables pour l'industrie du numérique et de l'électronique. Et enfin, on retrouve de l'aluminium et du titane. Ces ressources constituent donc un enjeu économique et géostratégique très important. Très bien, et justement au niveau de l'extraction, où se situent les sites d'extraction de ce type de métaux? Est-ce qu'il y a une zone géographique assez particulière où ils se trouvent? Ces matériaux sont présents surtout et avant tout dans l'océan Pacifique. La France, avec ses territoires ultramarins comme la Nouvelle-Calédonie, Tahiti ou même l'atoll de Clipperton, est très bien pourvue.
Cela est dû aux ZEE, ce qui confère à la France de vastes étendues propices à l'exploitation. L'Australie et les États-Unis sont aussi avantagés, puisqu'ils ont eux aussi des territoires dans l'océan Pacifique. D'ailleurs, les grandes entreprises d'extraction d'hydrocarbures et de minéraux, Total, Shell, Gazprom, ExxonMobil, ne s'y trompent pas et investissent et négocient avec les États pour faire de la prospection, grâce à des sous-marins et des sondes. Puis nous avons déjà construit des plateformes offshore ou des navires capables ayant la technique d'exploiter ces différents gisements. D'autres se trouvent dans l'océan Indien ou en mer du Nord, mais en quantité bien moins importante. Cela peut être une source de tension entre les États. Très bien, eh bien, c'est tout pour cette interview. Merci beaucoup de votre intervention, Monsieur Petrolan, c'était très intéressant. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle brève entrevue et un invité mystère, puisqu'évidemment, je laisse planer le suspense, qui, je l'espère, fera plaisir à nos auditeurs. C'était tout pour moi. À vous les studios. Ces matériaux sont présents surtout et avant tout dans l'océan Pacifique. La France, avec ses territoires ultramarins comme la Nouvelle-Calédonie, Tahiti ou même l'atoll du Clipperton, est très bien pourvue. Cela est dû aux ZEE, ce qui confère à la France de vastes étendues propices à l'exploitation. L'Australie et les États-Unis sont aussi avantagés, puisqu'ils ont eux aussi des territoires dans l'océan Pacifique. D'ailleurs, les grandes entreprises d'extraction d'hydrocarbures et de minéraux, Total, Shell, Gazprom, ExxonMobil, ne s'y trompent pas et investissent et négocient avec les États pour faire de la prospection, grâce à des sous-marins et des sondes. Puis nous avons déjà construit des plateformes offshore ou des navires capables ayant la technique d'exploiter ces différents gisements. D'autres se trouvent dans l'océan Indien ou en mer du Nord, mais en quantité bien moins importante. Cela peut être une source de tension entre les États. Très bien, eh bien, c'est tout pour cette interview. Merci beaucoup de votre intervention, Monsieur Petrolan, c'était très intéressant. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle brève entrevue et un invité mystère, puisqu'évidemment, je laisse planer le suspense, qui, je l'espère, fera plaisir à nos auditeurs. C'était tout pour moi. À vous les studios. Merci beaucoup, Monsieur Petrolan, pour votre temps. Après des nouvelles aussi réjouissantes, nous nous orientons vers la rubrique législation avec notre chargée spéciale, Marguerite Laverdure. Bonjour à tous. Toujours dans le même thème, la nouvelle et tant attendue loi environnement 2040 est entrée en application ce 1er janvier. Cette loi comprend plusieurs plans d'action. Tout d'abord, les vols intérieurs publics sont désormais totalement interdits dans le territoire métropolitain français. Les voyageurs devront donc privilégier l'utilisation des TGV, de leur voiture ou des bus. Cela devrait d'ailleurs se développer dans les autres territoires européens dans les prochains mois. Ensuite, depuis aujourd'hui, la vente de véhicules thermiques neufs est interdite. Les voitures thermiques d'occasion peuvent encore circuler, mais le gouvernement a annoncé qu'à l'horizon 2070, cela ne sera plus possible. Cette loi autorise à partir de ce jour, dans les grandes villes partout en France, le développement de l'utilisation des voitures libre-service imaginées par Renault depuis maintenant plusieurs années. Enfin, à partir de ce jour, le plastique non recyclable est totalement interdit à la vente. C'est une grande avancée pour le projet zéro déchet de la France. Le réchauffement climatique, où en sommes-nous? La JBC offrira-t-elle de nouvelles perspectives quant à la résolution du réchauffement climatique? En attendant de voir les aboutissants de cet incroyable événement, nous pouvons d'ores et déjà nous féliciter de voir réussir de nombreuses solutions qui avaient été expérimentées depuis quelques années déjà et de voir de nouvelles solutions naître. Notre objectif de baisser nos émissions de manière très profonde semble pouvoir être atteint. C'est la fin de notre édition spéciale. Je remercie nos fidèles téléspectateurs et nous nous rejoindrons la semaine prochaine. À bientôt.